Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews avec des personnalités pour discuter autour des thèmes environnement, culture et droits humains avec l'idée d'ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches du monde. Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, je reçois Guillaume Meurice, humoriste, écrivain, réalisateur, animateur de plusieurs podcasts, en tournée avec 2 spectacles, parrain du festival Atmosphère de Courbevoie. Ah, c'est beaucoup. Entre autres activités que je ne vais pas toutes citer. J'espère qu'il m'excusera parce qu'en commençant à préparer cette interview, j'ai vite croulé sous les choses à lire, écouter, visionner. Moi, j'aime bien préparer. Et là, c'était un peu la panique, je dois dire. Burnout. Voilà. Mais c'est un plaisir, en tout cas pour moi, d'entrer un peu plus dans ton univers. Et je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, d'en savoir peut-être un petit peu plus sur toutes ces activités et peut-être aussi sur ce qui l'anime. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour. Ravi. Et merci pour cette présentation. J'ai fait de mon mieux. Faut que ça commence bien et puis on va essayer que ça continue bien aussi. Alors, je te connaissais surtout par l'audio, comme beaucoup de gens, je pense, au début. Donc, le savoureux et désormais célèbre Moment Meurice sur France Inter. 1452 épisodes. Ah ouais? J'ai jamais regardé calculé. hier soir. Avec l'émission d'hier, j'ai vu, c'était 1451, quelques jours plus tôt. Ah oui. Je savais que c'était plus de 1000, mais là 1400. C'est Ah ouais, ça en fait. impressionnant, Oui. Moi, je suis à plus de 150, je trouve ça impressionnant, mais ça m'a un petit peu... bon. Après, ça fait une dizaine d'années, quoi. Donc, Oui, c'est impressionnant. Donc, tout ça avec ces podcasts, Le Moment Meurice avec la joyeuse bande de Charline Vanhoenacker et Alexis Vizorek, et puis, bon, la bande élargie. Alex Vizorek, ouais. Alex, oui. Je sais pas, j'ai marqué Alex d'ailleurs. Il a l'habitude qu'on se trompe. Oui, sur le nom aussi, je crois, c'est difficile. Oui. Bon. Il l'a simplifié d'ailleurs. Ah oui? Ouais. C'était plus long? C'est Wieczorek, je crois. À la base, il est d'origine polonaise. D'accord. Grands-parents polonais. Ah oui, et souvent on ne prononce pas très bien, nous les Exactement. Français, ces enchaînements Il en de avait consonnes. marre de mal l'entendre, voilà, exactement. Alors, mais tu écris aussi des livres, 9 quand même à ce jour, si mes comptes sont bons d'après ton site internet. Ah ouais, c'est possible. Après, il y en a. Non, j'ai pas compté non plus. Je suis pas trop dans les statistiques. Après, il y en a des petits. C'est quand même pas 9 la légende des siècles. Ah oui, il y en a des petits, mais on sent qu'il y a du travail quand même derrière. On va en parler. Donc, j'aimerais, si tu veux bien, que l'on dise quelques mots de 3 d'entre eux. On va pas faire le tour de très bien. Parce que c'est énorme. Mais 3 d'entre eux que j'ai choisis, en fait, parmi les récents. Donc, il y a Les gens qui like. Peut-on aimer les animaux et les manger? Et Petit éloge de la médiocrité. Ils sont tous les 3 sortis plus ou moins récemment, mais très récemment quand même pour 2 d'entre eux. Donc on va commencer, si tu veux bien, par Les gens qui like pour Emmaüs Connect. Qu'est-ce que c'est que, alors je l'ai là en main, qu'est-ce que c'est que ce drôle de petit format et ce drôle de petit objet d'art, on peut dire quand même? Ouais. C'est intéressant que tu aies choisi ces 3-là parce que c'est 3 projets qui sont venus à moi. Ah. C'est-à-dire que c'est 3 collections différentes, chez 3 maisons d'édition différentes qu'on m'a proposé de rejoindre. Donc là, Les gens qui like, c'est une collection qui est des éditions Les Vents Terniers et qui font justement des tout petits ouvrages. Alors fabriqués à la main, c'est pour ça que tu parlais d'ouvrages d'art. Alors ils sont assez chers, c'est vrai, par rapport à... C'est pas un énorme volume par rapport au prix, mais c'est des exemplaires uniques. Et en fait, c'est les... Oui, ils sont numérotés d'ailleurs. J'ai un petit numéro à la main sur le... Et c'est toute l'équipe de l'Oulipo, ce qui est devenu l'Oulipo. Après, ça a été créé, André Breton, etc. Oui. Raymond Queneau à l'époque. Et puis ça a continué, l'Oulipo, ça continue. Donc c'est de l'écriture sous contrainte, quoi, si on veut résumer. Donc là, la contrainte était de faire des aphorismes. Je crois qu'il y en a une quinzaine qui commençaient tous par Les gens qui like. 3 petits points et après voilà. Et on m'a dit si ça t'amuse. Alors effectivement oui, ça m'a amusé. Et puis je me suis dit autant faire une bonne action entre guillemets en même temps. Et j'ai redonné mes droits d'auteur à Emmaüs Connect, qui est une association donc d'Emmaüs qui lutte contre la précarité numérique parce que c'est un fléau dont on parle assez peu, mais et qui est assez vaste. C'est pas seulement la méconnaissance de l'outil informatique, mais ça peut être aussi tout simplement le non-accès au matériel. Puis maintenant, comme tout passe par le numérique, il y a des gens que ça handicape. Ah oui. Et voilà, moi, je trouvais ça intéressant de faire un focus, de profiter de m'amuser à écrire ça
et de faire un focus sur cette association en même temps. Et quelques mots de Lorraine Boglio qui a Oui, parce c'est qu'en ça, fait il faut chaque préciser, petit oui, texte il y a est des accompagné. illustrations. Voilà, c'est pour ça que je Exactement. disais aussi un petit objet d'art parce Oui. que c'est quand même Et oui, c'est une illustratrice qui a super bien bossé, je trouve. C'est assez balèze parce que les gens qui like, bon, on comprend que ça va parler, oui, du numérique, du Oui. web, etc. Mais Oui. pour le traduire en dessin, et des dessins qui sont assez sarcastiques, assez humoristiques aussi. Moi, je suis assez passionné par le dessin de presse Oui. en règle générale. Là, Oui. j'ai retrouvé qu'il y a des choses qui rappelaient ce qu'on peut trouver dans le Charlie Hebdo de la grande époque ou voilà, aujourd'hui dans le Canard enchaîné. Oui, ce genre de choses. C'est assez corrosif pour certains Ouais, d'entre c'est eux. ça. Ouais, exactement. Ouais. Et toujours avec du sens, quoi. Oui. Un vrai sens de l'esthétique et aussi du sens. Oui, du coup, profond. c'est même pas juste une illustration de les quelques petites lignes que toi tu as écrites, c'est presque un contrepoint, ça amène une dimension. Bon, donc d'accord. Alors ensuite, ça c'est fait. Ça c'est fait. Peut-on aimer les animaux et les manger ? Ouais. Autre livre, alors ça vient tout juste de sortir, je l'ai lu la semaine dernière, un petit livre aussi par son format et son nombre de pages, et j'ai trouvé le fond et la forme vraiment très réussis, parce que c'est pas si facile en fait de parler de ce sujet, par les temps qui courent, le sujet étant arrêter de manger de la viande, que nous arrêtions de manger de la viande. La forme, c'est un dialogue entre deux personnes qui discutent en terrasse au soleil, donc jusqu'ici tout va bien, plutôt agréable, détendu, on s'y croit, on s'y retrouve, et c'est ça d'ailleurs la force, c'est qu'on s'y retrouve tellement que tu nous embarques à nous poser les questions nous-mêmes. Et puis un petit grain de sable vient se glisser dans la conversation. Et c'est drôle, c'est instructif parce qu'il y a pas mal de données, c'est agréable à lire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce petit grain de sable ? Oui, alors là, c'est une autre collection qui s'appelle Halt aux éditions La Martinière, et c'est une collection qui est destinée à la jeunesse, donc au 15-25. Sous le format de ce que Gallimard avait commencé un petit peu à explorer, qui s'appelait les tracts. Donc c'est voilà, c'est un format assez court sur un sujet assez précis. Oui. Et là, l'éditrice Marie Bluteau m'a demandé de bosser. Alors au départ, c'était même, je crois, sur la souffrance animale en règle générale. Et puis je crois qu'on a un petit peu réduit pour avoir justement une vraie thématique contemporaine. C'est vrai, comme tu disais, c'est un sujet dont on parle quand même de plus en plus. Et puis un sujet vraiment plus restreint. Oui. Et comme tu disais aussi, c'est assez casse-gueule de ce type de sujet, parce que tu es vite moralisateur, donneur de leçons, en disant voilà, les gens qui mangent de la viande, c'est mal, vous êtes nuls, machin. Ou tu le dis pas assez, et là on te dit mais c'est mou, avec les urgences qu'il y a, il faut être plus radical. Et donc j'ai imaginé un dialogue plutôt que de faire un essai, parce que d'habitude dans cette collection-là c'est des petits essais, quoi. D'accord. Et j'ai imaginé un dialogue. Alors c'est pas tellement moi qui ai inventé le concept, c'est un gars qui s'appelle Platon, à qui ça a plutôt bien réussi il y a quelques années. Donc tu t'es engouffré dans la brèche. Ouais, voilà, je trouvais que c'était une bonne forme pour traiter la thématique, parce qu'en plus, donc c'est un dialogue, comme tu l'as dit aussi, entre quelqu'un qui mange de la viande et quelqu'un qui n'en mange pas, deux amis. Oui. C'est important de le préciser au début. Oui. Et moi, je me suis retrouvé des deux côtés de la table, puisque j'ai pas toujours été végétarien. Donc les questions que pose la personne. C'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé, parce que ça nous aide à franchir un peu à pousser un peu le curseur. Oui, puis à se questionner plutôt qu'à asséner des choses et à dire vous avez tort d'agir comme ça, plutôt questionner les pratiques. Ça m'a toujours paru à la base. Même du dialogue, de la discussion, plutôt que de juger. Enfin, moi, je suis pas procureur, ni juge de la vie des gens, donc ça m'amuse de questionner. Cédric Héroux parle très bien de ça dans ton podcast Maurice Recrute. On va en reparler après, mais par rapport aux gens d'extrême droite et à comment dialoguer plutôt que de juger, si on veut que les choses avancent, quoi. Et sortir des postures. Voilà. Parce que c'est assez rapide dans un débat de dire moi je suis le représentant de ça et toi tu es le représentant de ça et foutons-nous sur la gueule. Voilà. Mais au final, ça fera peut-être du bon spectacle pour la télévision, mais on n'aura pas bien avancé chacun de notre côté. Tout à fait. Alors que là, je voulais vraiment faire une confrontation d'arguments. Oui. En me rappelant, moi, les arguments que j'utilisais aussi, bêtes soit-il, à l'époque où je mangeais de la viande, parce que le cerveau humain, il n'aime pas trop revenir en arrière ou se remettre en question en règle générale. Oui. Et puis se supprimer des plaisirs. Oui, des plaisirs et des habitudes. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, j'ai imaginé cette forme-là, et ça m'a aussi égoïstement beaucoup plus plu à écrire comme ça qu'à écrire un essai comme je disais tout à l'heure. Donc il y a aussi ça, il y a aussi le plaisir d'écriture qui n'est pas à négliger quand on fait quelque chose, quand on écrit un livre. Oui. Et aussi pour que ça soit pas chiant et que ça soit dynamique et amusant. Et un peu marrant. C'est agréable à lire, le ton est léger et en même temps, je pense qu'on se retrouve tous
des deux côtés en fait. Si, Oui, c'est ça, à moins oui, d'avoir bien sûr. été depuis le berceau végétarien, je pense qu'on se retrouve tous selon là où on en est de notre progression par rapport à ça. On a dit des phrases des deux persos de chaque côté de la Oui, table. voilà, exactement. Mais On m'a mis un troisième qui s'invite à un moment donné, mais je ne veux pas spoiler. Oui. Donc ça, on rappelle le titre, Peut-on aimer les animaux et les manger? Ouais, toute la collection est sous forme de questions, donc à chaque fois c'est un questionnement. Oui. C'est ça aussi qui est intéressant, ça rejoint ce qu'on disait. Oui, c'est ça. Donc ensuite, on a le petit éloge de la médiocrité. On change de format. Autre collection. 198 pages. Là, c'est... Bon, là, on peut parler d'un essai. Ouais, d'un essai, ouais. Là, c'est du sérieux. On sent clairement le ras-le-bol des injonctions à se dépasser d'un bout à l'autre. Ça par plein d'angles différents. Là, on sent vraiment le gros ras-le-bol et aussi le ras-le-bol des injonctions à entrer en compétition, à la performance. Qu'est-ce qui en est à l'origine de cet essai? Parce que tu viens de me dire que ces 3 livres étaient venus à toi. Donc, le choix du sujet, moi, j'ai déjà entendu en préparant l'interview l'histoire de la mauvaise foi, tout ça. Là. Mais si tu peux nous en dire quelques mots. C'est autre collection qui s'appelle Petit éloge de. Donc, il y a Petit éloge de la jouissance féminine, notamment par exemple des gares ou du rugby récemment qui est sorti. Et donc, c'est 2 éditrices qui m'ont proposé Petit éloge de la mauvaise foi. Et ça m'amusait sur le coup, mais je voyais pas trop comment le traiter. Enfin, je me suis amusé à leur dire, mais je vois pas de quoi vous parlez, je suis pas du tout de mauvaise foi. Pourquoi moi? En étant moi-même de mauvaise foi, encore une fois. Et j'avais ce sujet-là sur l'injonction à la compétition, à se foutre sur la gueule les uns sur les autres, qui m'énervait. Et j'ai pas mal lu de choses à ce sujet. Moi, je suis assez fan d'Albert Jacquard, qui est un généticien humaniste, que j'aime beaucoup. Pablo Servigne a aussi pas mal traité la question dans un livre qui s'appelle L'Entraide. L'autre loi de la jungle, qui est vraiment un bouquin formidable. D'accord. Mais je voulais traiter le sujet à ma manière, donc toujours un peu de façon marrante, parce que c'est un peu ma forme d'expression préférée, et surtout en explorant toutes les phases de la société, quoi. C'est-à-dire que l'esprit de compétition, on le retrouve partout. À la limite, on le retrouve dans le sport de haut niveau. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt légitime, puisque c'est un délire de qui est-ce qui va sauter le plus haut ou courir le plus vite. Oui, bon, on ne va pas en faire un sujet de... Voilà, mais de quand base. cette logique-là, elle infuse dans toutes les sphères de la société, là, ça devient un problème. Quand c'est à l'école, c'est un problème. Quand c'est à l'hôpital, c'est un problème, etc. Quand c'est au travail, en règle générale, c'est un problème. Puisque là, on n'est plus en coopération, on est à se juger les uns les autres. Et même en termes de productivité, d'ailleurs, c'est vraiment stupide. Parce que l'être humain, s'il est là aujourd'hui, l'être humain, s'il est là aujourd'hui, s'il a survécu, c'est parce qu'il a coopéré beaucoup plus que parce qu'il était en compétition les uns avec les autres. Oui. Et d'ailleurs, ça rejoint en fait pas mal de notions qui sont un peu des fléaux de la société, je trouve aussi, et que tu abordes du coup par ramification comme ça, dont la hiérarchie. C'est vrai que moi, à une époque, j'ai bossé. J'ai toujours bossé en faisant les trucs que j'aimais, et quelquefois, comme beaucoup, pour arrondir les fins de mois, je bossais en intérim, en prenant n'importe quoi en intérim. Très très instructif. J'ai fait des comptes rendus de comité d'entreprise au début de BFM Télé, RMC, tout ça, avec Alain Veil, le boss et tout. Je me suis retrouvée dans des trucs auxquels j'étais pas du tout destinée au départ, et du coup je me retrouvais au cœur de problématiques, et en entendant des gens, c'était très absurde, intéressant. Et c'est intéressant, mais et je me souviens de compte rendu de comité d'entreprise à l'époque de la fusion Nous Numéricable, ça date. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris un peu comment fonctionnait la société grâce à ces comptes rendus où j'étais là en observatrice, et où ce que tu décris par rapport à la hiérarchie dans les entreprises et le pouvoir et la cruauté que ça peut stimuler chez certains petits chefs. Donc, c'est du rapport de force stérile, quoi. Oui, c'est du rapport de force stérile. Et d'ailleurs, tu en parles dans... J'ai vu... Alors, attends, il est où mon numéro de page? Il n'y a pas de numéro de page dans ce livre. Ah, c'est vrai? 80. Sous ton pouce, pas regarde. Toutes les pages. Pas toutes les pages. Oui. Ah, dis donc. 4, c'est pour faire des économies d'encre. Peut-être, ouais. Alors, donc, tu dis, à la fin de ce chapitre, la verticalité toxique. Donc déjà, j'aime beaucoup le titre. Même dans le non-respect de la loi, la hiérarchie joue sa partition perverse. Selon que vous serez puissant ou misérable, disait La Fontaine. 4 siècles plus tard, les animaux humains sont toujours malades de la même peste, la hiérarchie.
Et j'ai l'impression que c'est peut-être plus en France qu'au Québec, par exemple, ou dans d'autres... j'ai l'impression que c'est pas... Je veux dire, ça vient pas forcément de l'être humain qui s'organise sous forme de hiérarchie verticale comme ça partout dans le monde. Ça, c'est sûr. Mais c'est la grande astuce du capitalisme qui nous fait croire qu'il n'y a pas d'autre... Enfin, ils l'ont même exprimé en disant c'est la fin de l'histoire. There is no alternative, on connaît toutes ces formules qui veulent nous dire c'est terminé, on a trouvé la structure idéale, ça bougera plus, ça correspond à la réalité de ce qu'on est. Donc pour faire rentrer cette structure-là dans la tête des gens, il faut qu'elle légitime en disant mais si c'est biologique, vous inquiétez pas, il faut des chefs, ils sont là pour cheffer, comme dirait l'autre. C'est vraiment que des citations qui existent vraiment. Oui, la citation de Chirac, je la connaissais pas. Ça, il a dit ça. Il a dit ça. Les chefs sont là pour cheffer. Voilà, bon, fin de la discussion. Oui. En même temps, c'est très clair. Ouais. Et puis dès qu'on commence à s'intéresser un peu, même évidemment à la biologie, mais même aux structures sociales en règle générale, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui existent. Dans la nature, il y a plein d'organisations sociales qui existent aussi parmi nos colocataires autres animaux que les Homo sapiens, et que ça vaudrait peut-être le coup d'explorer d'autres formules, je pense. Oui. Je pose ça là, comme on dit. Oui. D'autres rapports aux vivants. On en parle régulièrement dans So Sweet Planet, de sortir de ce rapport de hiérarchie, de cet homme qui se croit tout puissant. Et qui se croit extrait de la nature et tout ça. Heureusement, de plus en plus de gens en parlent maintenant, ça sort un peu partout, il y a des festivals sur le sujet, il y a plein de gens qui Mais tant qu'on en parle sans remettre en cause la structure, c'est la fameuse formule, je sais c'est quoi, l'écologie sans la révolution, c'est du jardinage, je crois que c'est ça la formule. Mais je connais pas, mais ça me convient tout à fait. Parce que tant qu'on dit il faut faire les petits gestes ou ce genre de choses qui ramènent toujours à un niveau individuel, ce qu'il faudrait changer au niveau collectif, ça sert à rien. Au mieux, ça donne bonne conscience. Mais... Oui. Et dans les petites phrases, là, j'avais pas prévu d'en parler, même si moi je l'ai souligné, parce que j'étais tellement contente que tu recites cette phrase que j'adore de Marie Curie. Ouais. Tu veux nous le dire ? Très bonne punchline. Ah, j'adore. C'est qu'on lui demandait ça fait quoi de vivre avec un génie. Oui. Il faut demander à mon mari. Oui, j'adore. Et puis une dernière phrase peut-être de ce petit éloge de la médiocrité. Aujourd'hui, alors que la fin est proche pour l'espèce humaine, sa seule solution de survie semble être d'arrêter de polluer son imaginaire et d'écrire un autre récit avec moins de héros solitaires et plus de zéro solidaire, parce que parfois il faut arrêter de raconter des histoires. Donc la solidarité dont tu parles à plusieurs reprises là-dedans. Les liens, les liens, l'interdépendance. Abstrait, mais ça peut se concrétiser. Je parle de la Convention citoyenne pour le climat, qui était à la base une magnifique idée, qui a d'ailleurs très bien fonctionné, c'est un tellement bel jusqu'à exemple. Emmanuel Macron qui décide d'en avoir rien à foutre. Mais sinon, ça a parfaitement fonctionné. Donc on se rend bien compte que quand on crée des liens entre les gens et qu'on ne les prend pas pour des débiles, et qu'on leur amène l'information, qui est une marge de progression qui est extraordinaire. Alors, côté podcast, il y a de quoi se régaler aussi, côté podcast avec Guillaume Meurice. On peut bien sûr retrouver les célèbres épisodes du moment Meurice. Alors, tout à l'heure, j'ai cité 1542 épisodes, mais maintenant, je vais citer les écoutes du mois d'août, histoire que ça nous écrase tous, les petits animateurs de podcast. Là, 1,5 million d'écoutes en podcast en août. Félicitations. Mais il y a aussi donc Meurice recrute, on en a parlé plusieurs fois, et Mission Poséidon. Alors, Meurice recrute sur Spotify. C'était exclusivement sur Spotify. Je lis la présentation pour celles et ceux qui nous suivent. Dans un univers parallèle, Guillaume Meurice se présente à l'élection présidentielle de 2022. Fraîchement élu président de la République, il fait passer des entretiens aux membres de son gouvernement idéal. À la recherche de son futur ministre de l'économie, de l'environnement ou encore de la sexualité, ses interviews d'universitaires, politiques, artistes ou militants lui donnent l'occasion d'interroger avec humour des personnalités qui apportent une vision positive de la société, de proposer des alternatives et de remuer à sa façon la future campagne présidentielle. Avec un peu plus d'une trentaine d'épisodes, donc tu as constitué un très beau gouvernement. Moi, j'adhère complètement. Il y a du beau monde. J'ai hâte. Gouvernement pléthorique, mais... Voilà. Oui, mais au moins de gens qui sont dans le concret. Oui. C'est ça qui est quand même très intéressant. Alors, donc, plus d'une trentaine d'épisodes. Donc, tu as constitué un très beau gouvernement. On y trouve Valérie Masson-Delmotte pour le poste du ministre du Climat, de la ministre du Climat, Cédric Herrou, ministre de l'Immigration, Jean-Baptiste Ayrault, de Droit au logement, ministre du Logement, Julia
Cagé, ministre de l'Information, Pablo Servigne, ministre du Chaos, Brigitte Gauthier de L214, ministre des Animaux non humains, Corinne Maziero, ministre de la Contre-Culture, Rokhaya Diallo, j'ai écouté cet épisode il y a 2 jours, ministre de la Justice, un super épisode d'ailleurs, qui permet de rentrer un peu plus profondément dans la pensée de Rokhaya Diallo et de ne pas s'arrêter à ce qui peut avoir fait le buzz sur certains médias. C'est très très instructif, je trouve. Camille Etienne, ministre de la Jeunesse et de la Fin du Monde. Dominique Méda, que j'aime beaucoup aussi, ministre du Travail. Alors quand même, tu as gardé le titre. Elle t'a demandé de changer ce titre du travail et de la glandouille. J'ai vu que tu avais persévéré. Il est rayé. Ah oui, c'est vrai, il est rayé. Donc, bon, elle t'a demandé de le renommer son ministère ministre du Travail et des Temps Sociaux. Exactement. Donc je ne les cite pas tous parce qu'il y en a beaucoup. Et Claire Nouvian, Première ministre. Alors, quelles sont les qualités de Claire Nouvian qui lui valent de se voir proposer ce poste très convoité ? Alors je dirais l'énergie. C'est une personne qui a eu une énergie folle. Pour la côtoyer, je l'ai pas mal côtoyée. Peut-être on parlera du podcast Mission Poséidon après. Ça vient d'elle, l'idée vient d'elle. Ah oui, oui, donc elle déploie une énergie et elle se résigne jamais. Oui. Elle avance toujours, elle est méga compétente, méga bosseuse. Oui, si on avait une première ministre comme ça, je pense qu'on verrait la différence du jour au lendemain. Oui. et voilà, pour toutes ces qualités humaines et puis évidemment pour le fond, pour ces combats. Alors c'est essentiellement sur l'océan, mais c'est un énorme sujet dont on parle du coup pas assez. Un énorme angle mort du réchauffement climatique. Ça et la biodiversité, on parle beaucoup du climat, évidemment, on a raison d'en parler, mais les espèces disparaissent et ce qui se passe dans les océans est terrible. Donc pour toutes ces raisons-là et plein d'autres encore, Claire Nouvian s'imposait comme première ministre légitime. Elle évoque un petit peu son passage malheureux par la case politique. Mais et en plus elle a l'expérience politique de ce qu'il ne faut pas forcément faire. Voilà. Mais je me suis demandé, est-ce que tu sais si ça l'a définitivement dégoûtée ou est-ce qu'elle se dit que ça pourrait être possible en préparant mieux, en tout ça. Est-ce que pour elle c'est rayé de la carte la dimension carrière politique? Est-ce qu'on sait où elle en est un peu par rapport à ça? Parce que moi j'aurais bien aimé qu'elle puisse aller plus loin aussi, parce que c'est des gens qui ont une éthique super rigoureuse, qui sont très... Alors ça, il faudrait lui poser la question à elle, mais c'est une question de positionnement aussi. Où est-ce qu'on se sent le plus utile et le plus légitime pour parler? Et moi, j'adore les gens qui font des tentatives. Donc voilà, elle a fait une tentative. Il se trouve que ça, je crois savoir que ça lui a pas énormément plu, mais au moins maintenant elle sait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, elle a fait l'expérience de ça. Elle sait ce qu'il faut pas faire ou ce qu'il faut faire. Si elle a envie d'y retourner, elle ira en connaissance de cause. Mais moi, je pense de l'extérieur, qu'elle est plus utile dans ce qu'elle fait aujourd'hui, qu'il y a un vrai travail de lobbying, de lobbyiste au service de l'intérêt général. Qu'elle peut faire peut-être avec moins de compromis que si elle était en politique, c'est ça. C'est pour ça que ces personnes-là sont complémentaires, je trouve, au bout d'un certain temps. Est-ce que ces ministres-là que tu avais choisis dans ton gouvernement idéal, est-ce qu'ils ont pour toi des dénominateurs communs? Et quelles sont les qualités qui étaient importantes pour toi quand tu les as choisis en t'imaginant président de la République? Des qualités importantes pour toi, mais aussi pour notre pays. C'est que des vrais experts de leurs sujets respectifs, ce qui change du tout au tout par rapport au gouvernement auquel on est habitué. Oui. C'est-à-dire que là, on a des gouvernements où le ministre de la Culture, il peut passer demain ministre de l'Énergie et après-demain ministre des rideaux de douche ou je ne sais quoi qu'ils vont inventer. On a eu médecine, culture, il y en a qui rebondit comme ça, c'est assez étonnant. Ce qu'ils ont en commun, c'est la rhétorique. Donc ils savent répondre à une interview de BFM TV. Voilà la compétence qu'ils ont. Mais ils n'ont pas de compétences dans leur domaine respectif. Si on veut en citer un, par exemple le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il est agrégé de lettres. Oui. Donc c'est fou de se dire que possiblement il est meilleur écrivain que économiste. Mais il a zéro légitimité en économie. Pourtant il est ministre de l'économie et des finances. Il n'a pas fait d'études du tout dans ce domaine. Il est agrégé de lettres. C'est quand même fou. Et il a été ministre de l'Agriculture. Et il y a une archive qui tourne encore pas mal sur les réseaux sociaux. Où on lui demande 1 hectare, c'est combien de mètres carrés? Et où il ne sait pas. Ah oui. Donc bon, voilà. Après, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a plein. On pourrait faire quasiment tous les ministres. Et donc là, moi, mon idée, c'était de proposer du concret, des vraies solutions. Donc je demandais à chaque épisode, si vous êtes en poste demain, quelles sont les 3 réformes que vous souhaiteriez mettre en place? Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Des trucs qu'on peut faire du jour au lendemain et qui changent la vie des gens. Pas du blabla,
il faudrait qu'on mette ensemble des synergies globales. Non, je ne voulais pas ça, quoi. Donc des experts dans leur domaine respectif et des gens qui ont un sens du concret et des réalités. Si on prend par exemple Cédric Héroux, oui. Le problème de l'immigration, expérience de terrain. Il a l'expérience de terrain, voilà. Bah oui, mais tu peux en parler plus voilà. que Éric Ciotti. Et d'ailleurs, j'ai été assez affligée quand, dans ton podcast quand il explique le moment là où c'était très tendu, où il y avait son procès, délit de solidarité et tout ça, et où il demande au préfet de venir voir et où le préfet refuse. Ouais. Mais c'est des gens qui n'aiment pas la réalité. Oui, c'est ça. Comment dialoguer, comment prendre des décisions en refusant de voir le terrain sur lequel on prend des décisions qui ont de l'impact. Le préfet, c'est la personne la plus condamnée du département. Donc, ah bon ? Bah oui, parce qu'ils ne respectent pas la loi, ils renvoient des mineurs isolés, etc. Donc quand ils passent leur temps à dire l'état de droit, mais eux, ils ne le respectent pas du tout. Oui. C'est ça qui décrédibilise nos politiques au bout d'un moment. Ouais. Bon, après, c'est un petit peu en accord avec ces... C'est pour ça que c'est la structure qu'il faut changer, parce que tant que cette structure-là, elle existera, ça sera un autre à la place de Emmanuel Macron, ça sera Xavier Bertrand, je ne sais pas quel, et ça ne changera rien. Espérons que tout ça stimule des nouvelles vocations et des nouvelles structures qui puissent se mettre en place rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, dans celles que tu as interviewées, dans celles modestement aussi que j'invite sur So Sweet Planet, qui ont des perspectives, qui ont des idées très concrètes de réorganisation de la société, qui ne sont pas des utopies non atteignables. Et facile à mettre en place. Qui partent vraiment de leur constat sur le terrain. Oui. Dans le livre « Peut-on aimer les animaux et les manger ?», dans les podcasts Meurice Recrute, émission Poséidon, dans les micro-trottoirs du moment Meurice, en fait, tu aimes bien endosser le costume de l'avocat du diable, j'ai remarqué. Oui. Tu as l'air très à l'aise. Et faire dialoguer les deux bords. Hein, et c'est ce qui rend souvent l'ensemble très sympathique d'ailleurs, et te glisser donc dans la peau de celui d'en face. Et qu'est-ce qui te fait adopter si souvent cette formule ? Mais parce que je suis assez déterministe philosophiquement parlant, c'est-à-dire que je considère que j'ai pas de mérite à être ce que je suis devenu. Je suis le fruit d'une éducation, d'un environnement, des rencontres que je fais tous les jours. Et quand on part de ce constat-là, qui me paraît moi correspondre quand même assez concrètement à la réalité, on peut pas en vouloir aux gens de penser ce qu'ils pensent ou de dire ce qu'ils disent. Il faut juste essayer de comprendre pourquoi ils en sont venus à dire ça. Pourquoi, par exemple, si on prend le racisme, pourquoi ils en sont venus à détester des gens qu'ils connaissent pas et qui concrètement leur piquent pas leur pognon, et pourquoi ils acceptent autant que Bernard Arnault par contre leur fasse les poches tous les jours. C'est tout ça qui m'intéresse. Donc je suis pas, comme on le disait aussi tout à l'heure, je suis pas dans le jugement de vous avez tort de penser ça, je suis plutôt dans le questionnement de est-ce que vous pensez vraiment ça ou est-ce que vous répétez quelque chose que vous avez entendu. Il y a beaucoup ça, ce qu'on appelle des biais de confirmation. Donc je suis dans le questionnement de voilà, est-ce que vous êtes bien d'accord que ce que vous venez de dire, c'est ce que vous pensez? Et dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que non, c'est plus nuancé, plus compliqué. Peut-être si on se pose et qu'on réfléchit, et ce qu'on disait sur la Convention citoyenne, c'est ça, c'est des gens qui se sont réunis, il y avait des climato-sceptiques, ils sont arrivés au bout d'un mois, quand on leur dit réfléchis comme au sujet, on te présente des scientifiques qui vont t'expliquer, tu vas dialoguer avec d'autres personnes, on se rend compte que ça évolue. Que ça évolue, bien sûr, heureusement. C'est pour ça que je suis optimiste, on me pose souvent la question, mais oui, parce que la nature humaine, elle est rien, en fait, elle est pas nulle ou elle est pas géniale, elle est ce qu'on en fait. Donc, oui, tout à fait. Donc il y a une énorme fenêtre de tir. Oui, on peut évoluer. Mais oui, évidemment. C'est très. Mais on évolue de toute façon. Rassurant pour nous tous. Ouais, tout le monde évolue. Ouais. C'est juste, faut pas avoir peur. Il y a beaucoup de panique. Je sens beaucoup de panique chez les gens en règle générale. Et c'est cette panique-là, en fait, c'est cette peur d'évoluer, de changer, de se dire merde, là, je suis peut-être dans la merde, mais au moins je la connais cette merde-là, c'est mon confort, etc. De penser, quoi, je veux dire, intellectuel. Oui. Et dès qu'on se dit, par exemple, si on prend le végétarisme, merde, si je commence à dire je mange pas de viande, quelles conséquences ça va avoir? Bon, sur ma santé, ça va être très cool, mais à table, les repas de famille, les réflexions que je vais me prendre, les discussions qu'il va falloir engager, il y a un coût social. Oui. Donc il faut être prêt à ça, et tout le monde n'est pas prêt à ça, et je peux le comprendre aussi. Donc c'est à prendre en compte, je pense. Oui. Alors, j'ai souvent l'impression... Pardon, je suis bavard. Non, mais c'est justement au contraire, avec plaisir. J'ai souvent l'impression, en t'écoutant, que tu as eu beaucoup l'occasion, peut-être je me trompe, mais beaucoup l'occasion d'observer les gens, mais pas d'observer comme ça, comme tout le monde, de toute classe sociale confondue, et que ça t'a permis d'avoir une assez bonne connaissance de l'humain. Et je me suis demandé, est-ce qu'à certains moments de ta vie...
Je te donne juste un petit exemple Ouais. pour te montrer. Moi, j'étais fille unique. Petite, mes parents me trimballaient souvent chez leurs amis qui étaient adultes et qui avaient tous des enfants plus âgés que moi. Donc, j'étais souvent à table avec des adultes. Et le côté pénible, c'est que souvent, je m'ennuyais. Mais du coup, j'étais obligée d'écouter. Et je pense que ça m'a apporté un vrai plus par la suite. Quand je le vivais comme un moins, mais voilà. Ouais. Et je me demandais si tu avais, à certains moments de ta vie, eu un contexte particulièrement favorable pour observer plus que d'autres. Oui, c'est sûr. Mes parents avaient un commerce dans un petit village de Haute-Saône qui s'appelle Jussé. Oui. Et ils avaient la maison de la presse. Et c'était l'endroit du village où les gens ils venaient discuter, débattre. Parce que mon père, notamment, adore débattre D'accord, avec des gens de tout bord politique. Bon, lui est plutôt de gauche, d'accord. ancien 68ard, un peu, voilà, tendance hippie. Il a des cheveux longs, une grosse barbe. Ah oui, Ouais, aujourd'hui. dans les années. Non, maintenant il a coupé sa barbe, il a les cheveux moins longs, mais il est dans sa tête, je pense qu'il a toujours les cheveux longs et une longue barbe. Et mais ça ne le dérangeait pas de discuter avec des gens de droite qui passaient dans le magasin. Oui. Enfin, il n'y avait pas de. Pareil, il n'y avait pas de jugement, il y avait juste ah bon, toi tu penses que si, que ça, ah bon, bah moi non, et puis voyons, discutons et voyons ce qu'il en sort. Et oui, j'ai grandi là-dedans. Moi, j'avais pas la télé, donc pareil, j'avais peut-être une sensation un peu d'ennui et Oui. je traînais dans le magasin. Et ça J'écoutais les t'intéressait discussions. Ça T'avais une me faisait curiosité, marrer. quoi. Ça m'intéressait pas. Le fond m'intéressait pas. D'ailleurs, je pense Oui. que j'y comprenais rien. Oui. Mais par contre, l'ambiance me plaisait. Ce côté émulation. C'était vraiment l'équivalent d'un bar. Sauf qu'il n'y avait pas d'alcool, donc les gens ils se foutaient pas sur la gueule à la Oui. fin. Ça restait, Ils restait se tapaient sobre, pas. les idées claires. Voilà, et ça change tout en vrai. Oui, c'est vrai. Et ouais, j'ai grandi dans cette émulation-là. Donc oui, c'est sûr que ça a dû avoir un impact sur ce que je suis aujourd'hui. C'est D'accord. évident. Oui, parce que souvent dans tes questions, dans le moment Meurice, on sent que les gens vers lesquels tu vas, tu connais les réponses en fait. Tu sais déjà Ouais. à l'avance et c'est pour justement avoir un regard un peu contrepoint et les décaler un petit peu par rapport à leur certitude que tu joues avec un petit curseur pour les faire un petit peu... Ouais. Un pas de c'est- côté, ouais. Mais oui, parce que souvent on me dit que j'ai beaucoup de réparties, et c'est pas de la fausse modestie, mais je pense que j'en ai pas énormément, en tout cas pas plus que tout à chacun. C'est juste que oui, j'anticipe, comme tu dis, j'anticipe les réponses, parce que je sais à peu près le discours médiatique actuel, donc je peux en anticiper pas mal. Oui, Par oui. contre, il y en a que j'anticipe pas du tout, et là j'ai pas du tout de répartie. Hein. Je les laisse dans le podcast, des fois je réponds rien, quoi, ou je demande juste confirmation que j'ai bien entendu. Ça arrive quand même tout le temps, parce qu'il y a des choses. Le réel est chaotique, donc forcément il sort des choses qu'on peut pas prévoir par définition du chaos. Oui. Et là, je me retrouve le bec dans l'eau, et c'est drôle quand même, je le garde, j'ai pas de. Mais tu fais beaucoup de montage parce que j'ai écouté hier, vous étiez à Bordeaux, toute Ouais, la ouais. famille, là, avec la nouvelle émission donc, sur France Inter qui s'appelle Le Grand Dimanche Soir, Ouais, c'est ça. depuis début septembre. Et là, tu es allé interviewer des Bordelais, des gens à Bordeaux en tout cas, Ouais, pour leur demander un petit peu de parler de leur ville. C'est ça, ouais. Et là, tu as déjà une intention au départ et tu vas sélectionner au montage ou c'est assez honnête par rapport à l'ensemble des réponses Non, c'est que pas tu honnête as du tout. C'est non, pas non, honnête non. du Bah, tout. sur Bordeaux, si c'était plutôt honnête, parce que le sujet il est pas clivant. Mais non, sinon je garde que les réponses qui me font marrer. Ou évidemment, c'est une chronique humoristique. Donc, non. Mais un micro-trottoir, c'est jamais honnête. Même quand on te dit que c'est honnête, c'est faux. Même un journaliste, c'est Oui, vraiment le bien niveau sûr. zéro du Bah journalisme, le micro-trottoir. Oui. Par définition, tu fais dire ce que tu veux au micro-trottoir, parce que tu peux garder les réponses que tu veux. Moi, je le fais vraiment ouvertement, en assumant. J'ai vraiment gardé que ce qui m'intéressait, ça c'est sûr. D'accord. Est-ce que vous m'en dites quelques mots de l'émission qui était quotidienne, célèbre émission de France Inter, là, qui a fait tellement grimper les audiences et qui est donc passée un peu brutalement le dimanche soir? Il y a quelques mots à dire ou on n'en parle plus de cette transition Bah, on peut en parler si tu veux. Ouais. D'accord. C'est un peu une voix de garage, on a l'impression. En tout cas, on a ressenti un petit peu ça. Oui. On verra. Nous, on s'amuse bien. Moi, je m'amuse bien en public, j'aime bien. En direct et en public, ça me plaît. Pareil, tu vois, il y a une émulation. Oui. Il y a Ça va une être dans énergie différentes différente. villes à chaque fois maintenant ou c'est On va faire beaucoup à Paris, mais on va D'accord. essayer au maximum d'aller. On a fait Bordeaux, on voudrait bien faire quand même 5-6 grandes villes Oui, d'ici juin. Et l'idée, c'était ça, c'était d'aller à la rencontre des gens où ils sont. oui, c'est ça. Ouais.
Oui, parce qu'après, c'est vrai qu'on peut reprocher le parisianisme, Oui, enfin, sûr, même ouais. s'il n'y a pas finalement grand monde vraiment de purement parisien, si j'ai bien compris dans Ah cette oui, équipe. oui, il y a une Belge déjà, de la Louvière à la tête du Donc, projet. oui, c'est quand même. Mais bon, c'est vrai que moi, étant maintenant sortie de Paris depuis quelques années, je me rends plus compte maintenant de ce qu'on appelle le parisianisme chez Ouais. certains journalistes, où on se rend compte qu'ils sont déconnectés. Alors, eux, pour du coup, de la réalité rurale ou juste de province. À 200 km. Donc, bon, c'est bien parce que vous êtes tous un petit peu des électrons libres dans l'équipe. Ah, oui, je suis d'accord, il faut se méfier de ça. C'est des effets de filtre un peu. Oui, il y a un peu c'est ça avec Twitter, qui est un réseau social très très parisien. Oui. Et les gens qui sont sur Twitter, il y a beaucoup de journalistes et ils ont l'impression que les sujets dont on discute sur ce réseau social sont vraiment les sujets qui animent le débat en France. Oui, oui. Alors que pas du tout. Oui, effectivement, c'est l'effet pervers de... C'est ça. Mais bon, moi, enfin, je sais pas toi, moi j'aimerais tellement qu'on ait des alternatives maintenant à Twitter, d'autres réseaux qui apparaissent. Il y en a qui apparaissent, mais moi, ceux que j'ai testés, tu arrives dessus, tous les gens que tu suis d'habitude, ils y sont pas. Il y en a 5 sur 5000 qui sont là. Ouais, c'est ça. On se dit, bon, on va attendre, mais tout le monde attend. Donc, donc on est toujours sur Twitter et puis... Bon, bref. Puis on n'est pas fiers d'y être, puis on se dit, écoute, on occupe le terrain. On n'a pas le choix, on attend, et voilà. Alors, le podcast Mission Poséidon. Ça m'a beaucoup plu de voir arriver ça, en fait. Donc, l'océan, le petit pitch du podcast, là, c'est l'océan est l'angle mort des discussions sur le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Pourtant, il concentre des enjeux décisifs. Dans ce nouveau podcast, Guillaume Meurice devra faire face aux questionnements d'Ilio et Ena, 13 ans. Donc ça, c'est tout récent. Les épisodes ont été mis en ligne il y a à peine 2 semaines. Est-ce que tu es à l'origine de ce podcast? Et si oui, qu'est-ce qui t'en a donné l'idée? Une discussion avec Claire Nouvian, dont on parlait, dans un couloir de métro, qui m'a dit précisément ces mots-là, les océans, personne n'en parle, c'est l'angle mort des discussions, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Alors moi je lui dis moi je veux bien, mais je suis humoriste, je fais 2-3 blagues et quelques podcasts ou quelques bouquins. Et elle me dit mais réfléchis à quelque chose. Elle a saisi le... Ouais, parce qu'elle est comme ça, Claire. Et je dis ok, je vais réfléchir. Et puis je me suis dit moi ça m'embête de repartir sur un format où je vais moi-même interroger les gens, essayer de trouver les contradictions parce que je le fais déjà à l'antenne. Et l'idée m'est venue parce que un jour, dans un podcast, une chronique sur France Inter, j'avais fait intervenir ma stagiaire de 3e. Je lui avais donné le micro, j'étais à côté d'elle, mais je lui ai dit vas-y, on va faire un micro-trottoir et c'est toi qui vas poser les questions. Et on avait été dans la rue, on avait été à l'Assemblée et j'ai remarqué que les députés n'arrivaient pas à mentir à des enfants. Et qu'ils étaient mal à l'aise face à ça. Donc, ils y arrivaient, mais qu'ils étaient mal à l'aise et que ça se voyait. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, partant de ce constat-là, je me suis dit, c'est plus intéressant que ce soit des enfants qui posent des questions. En plus, ça a du sens, c'est leur avenir, etc. etc. Et moi, de jouer le rôle du tonton relou qui me fait toujours marrer d'interpréter. D'endosser à nouveau le costume du... Voilà, l'avocat du diable. Et voilà, et j'ai proposé ça à France Inter. Ils ont aimé l'idée, le concept. On a écrit pas des synopsis parce qu'on a été posé des questions à des gens, donc on ne pouvait pas vraiment anticiper les réponses, mais en tout cas des pitchs, comme on dit, d'épisodes. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a plein de thématiques. Par exemple, il y a le sable. En commençant à bosser sur un podcast sur l'océan, j'imaginais pas que le sable était une thématique. Or, il y a des pénuries de sable, des trucs complètement contre-intuitifs. Donc on a à la fois des épisodes... Il y a eu un film d'ailleurs qui avait fait beaucoup parler, que j'ai pas vu, mais... qui est vachement bien. Et incroyable, quoi. Et ça démarre toujours un peu de façon humoristique parce que là, ils te demandent, les 2 jeunes, là, ils te demandent qu'est-ce que c'est, ça vient d'où le sable. Comme les enfants posent des questions, et moi, ça me saoule en tant que... Je joue leur tonton, je fais, oh là là, vous voulez pas plutôt aller faire des châteaux, vous voulez pas plutôt une glace? Et puis eux, ils m'emmènent, ils me tirent un peu par le bras, et je leur dis, ok, je viens avec vous, on va rencontrer. Et donc, il y a de tout, il y a des scientifiques, évidemment. Il y a des militants et il y a des politiques. Il y a un lobbyiste qui a été assez incroyable. Il a tenu 2 heures sous le feu roulant des questions des enfants. Et alors lui, pour le coup, il n'a pas hésité à mentir. Mais, en tout cas, il assumait être pour la pêche industrielle, la destruction du vivant, la pêche électrique, tout ce qui pouvait buter du poisson, il était plutôt pour.
Tout ça avec un énorme sourire. Enfin, bon, bref. Le ministre, je les ai amenés au ministère. Cette personne-là, par exemple, tu penses qu'il est profondément convaincu lui-même ou qu'il est conscient qu'il récite un... Lui, il est conscient qu'il récite, je pense. D'accord. Je ne suis pas dans sa tête, mais parce que moi, j'ai prolongé la discussion après. Oui. Et c'est toujours la question que je me pose à ce stade. Non, les lobbyistes, c'est ça vraiment ce qu'ils font. Ouais, oui. Parce que les techniques des lobbyistes, elles sont assez connues. La rhétorique des lobbyistes, elle est assez connue, elle est assez basique. C'est la fabrique du doute. Il y a un documentaire qui s'appelle La fabrique du doute. C'est vraiment. Donc c'est oui, j'entends ce que vous dites, d'accord, il y a peut-être un problème, mais il y a aussi des scientifiques qui disent que. Oui. Or, il y a 99% des scientifiques qui disent que c'est la merde, et eux, ils vont chercher les 1% qui disent oui. En gros, en plus, ils disent c'est la merde, mais c'est peut-être pas à cause de la pêche industrielle. Voilà. Oui. Quand donc, ils n'ont pas été payés par les entreprises qui sont concernées pour faire les études. Oui, ça c'est encore autre chose, mais bon, c'est. Oui. Et donc quand on est en discussion, c'est structurel, quand on est en discussion face à face avec quelqu'un, t'as l'impression que c'est 50-50. Quand toi tu dis, oui mais quand même les scientifiques ils disent qu'il y a un problème, que la personne te répond, d'accord, mais il y a aussi des scientifiques qui n'ont pas de problème. Quand tu regardes le débat, tu fais, bon a priori 50-50, quoi. Alors que pas du tout. Et ça lui il le sait. Donc à la fin, en discutant avec lui, je disais, mais si vraiment je te montre ce que tu sais en vrai, que 99% des scientifiques disent que c'est la merde, et que ton scientifique que tu as trouvé, parce qu'il cite toujours le même en plus, il est en archi-minorité, est-ce que tu admettras que j'ai raison? Et je lui dis, est-ce que tu arrêteras de manger du poisson? Et est-ce que tu démissionnes? Et il a dit, bah non. Je dis, alors tu crois pas. Voilà. Ok, j'ai su qu'il était... il n'était pas incompétent, il était même très très compétent dans son domaine, mais il était très cynique. Ouais. Bon, mais c'est les pires. C'est intéressant, oui. C'est les pires parce que c'est difficile de réveiller quelqu'un qui dort. C'est impossible de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Oui, c'est vrai. Voilà une phrase à méditer. Je laisse un petit silence. Nous parlions des silences tout à l'heure. Il fait clairement semblant de dormir. Pour que nos auditrices et auditeurs aient le temps de s'imprégner de cette pensée. Bon, donc, oui, parce qu'on était parti quand même. Oui, on a digressé. Pour finir pour dire quelques mots sur la nouvelle émission, quelles sont toi tes impressions sur donc cette nouvelle formule? Bon, tu as déjà en partie répondu. Je retrouve pas ma ligne. Ouais, j'aime bien l'idée de faire en public. J'aime bien l'idée de collectif. On fait vachement plus de sketchs ensemble. Avant, on était chacun, on faisait notre petit numéro en gros. Et puis après, on passait à autre chose. Il y avait un invité, c'était un peu rodé comme ça. Ça faisait des années qu'on faisait ça aussi. Et puis là, on a plein d'autres choses à inventer, des trucs qui marchent un peu moins, des choses qui marchent bien. Oui. Moi, j'adore les trucs de construction. Une fois que c'est pour ça que je fais plein de choses, c'est parce que j'aime bien la fabrique. D'accord. Après, une fois que c'est fait, je relis pas mes bouquins en me disant oh là là, c'est formidable ou oh là là, c'est nul. Mais j'aime bien être dans la fabrication. D'accord. De l'action, de la construction. Ouais, c'est ça, c'est stimulant quoi. Oui. Alors, on passe maintenant à la scène, parce qu'il y a 2 spectacles, si j'ai bien compris. Ouais. En 2 spectacles simultanément sur scène. Ouais, il y en a un que l'hologramme Guillaume Meurice. C'est pas en même temps. Et il y en a un que je joue moins que l'autre. Ouais. D'accord. Donc, alors, on va commencer par, si tu veux bien, Vers l'infini. Ouais. Donc là, le pitch, c'est 2 choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas encore acquis la certitude absolue. Ça, c'est une phrase donc d'Albert Einstein, apparemment. Ouais, qui lui est attribuée. Voilà, je ne suis pas allée vérifier, je vous fais confiance. Éric Lagadec, donc astrophysicien, enseignant-chercheur, et Guillaume Meurice, je lis toujours votre présentation, un spécialiste autoproclamé de la connerie, auteur de conneries lui-même, nous propose tous les deux un voyage à travers ces 2 infinis. On y croise des galaxies, des exoplanètes, Éric Ciotti, des millionnaires qui mangent de l'or et des fausses étoiles à potassium. On s'interroge sur notre finitude, on explore nos limites, on repousse notre ignorance jusqu'à l'infini, mais pas au-delà. Ouais, on s'arrête à l'infini. Ouais, après, ce spectacle, on va pouvoir le voir, entre autres, au Festival Atmosphère, à Courbevoie, prochainement. J'ai lu que tu ne souhaitais pas trop en parler, mais tu m'as dit, avant qu'on commence l'interview, qu'on pouvait quand même un petit peu en parler, parce que tu voulais que le public ait la surprise. Donc, c'est un spectacle quand même avec de l'humour, parce que ce mélange de Éric Lagadec et de toi, c'est quoi qui vous anime ensemble? On est parti de cette citation d'Einstein. Alors, oui, je lui dis qu'elle lui est attribuée parce que c'est quelqu'un qui cite Einstein dans un bouquin. Bon, d'accord. Voilà. Mais
la blague est bonne, je trouve. Donc on est parti de là pour explorer chacun notre infini dans notre domaine de compétences respectifs. Oui. Donc Eric, il est astrophysicien à l'Observatoire de Nice et il travaille sur la poussière d'étoiles, donc la fin de vie des étoiles. C'est un mec brillant, sans mauvais jeu de mots, mais surtout passionnant et ultra compétent dans son domaine, évidemment. Oui. Et moi, de mon côté, la connerie, c'est vrai que je suis connu pour aller chercher les petites conneries de la réalité dans la rue ou partout. Oui. Et puis pour écrire des blagues et raconter pas mal de conneries. Donc on s'est dit, tiens, ça serait drôle d'allier les deux. Et on a fait un spectacle sous forme de... C'est une sorte de conférence où on est chacun dans notre domaine et parfois on se croise. C'est-à-dire que dans l'astrophysique, il y a des conneries aussi. Il y a des erreurs de calcul qui vont faire péter une sonde sur Mars qui coûte je sais pas combien de millions d'euros. D'accord. Et moi, je fais de la théorie aussi de la connerie, parce qu'il y a des théories. L'effet Dunning-Kruger, qui est une espèce d'effet de surconfiance qui fait que dès qu'on s'intéresse à un sujet, on est assez rapidement convaincu de savoir, d'être compétent, ultra compétent. Ça, on l'a vu pendant le Covid. Oui. Puisqu'on est tous devenus épidémiologistes très très rapidement. Ah oui, tristement. Donc ça, c'est des effets qui sont étudiés scientifiquement. Donc moi, je vais un petit peu dans le domaine de la science, lui vient un petit peu dans le domaine de la connerie, on se croise. Et puis, je vais pas spoiler la fin, mais on se réunit quand même pas mal sur l'infini de la connerie, qui est de foutre en l'air le seul espace habitable connu à ce jour dans l'univers infini, qui est notre planète. Donc c'est un spectacle assez complet où vraiment on apprend des choses. Enfin, moi, j'étais assez nul, j'allais dire assez médiocre, mais assez nul en astrophysique. Enfin, c'est stupéfiant, quoi. Les distances, l'organisation de l'univers, c'est quelque chose d'absolument incroyable et fascinant. Ouais, c'est vertigineux. Là, cette notion d'infini, quand on essaie d'y penser, enfin moi quand j'essaie d'y penser quelques secondes, je sens comme une petite angoisse. Ouais, c'est ça. Oui, ça peut être un peu oppressant. Et voilà, on voulait faire un spectacle où on apprend des choses et où on se marre, parce que souvent le sérieux est opposé à la science, considérée comme sérieuse, est opposée à l'esprit de Gaudriol. Alors pour connaître pas mal de scientifiques, quand même, je me rends compte que c'est évidemment faux, qu'ils sont des gens quand même très très marrants et qui ont pas mal d'autodérision. Et puis surtout parce qu'on est des mammifères et qu'on apprend en jouant. Donc si on oublie l'aspect ludique, on passe à côté de quelque chose d'assez nécessaire, j'ai l'impression. Oui. Voilà tout. Et puis alors l'autre spectacle, c'est 2027. Meurice 2027, Meurice 2027. Alors là, on a un sujet récurrent quand même finalement, parce qu'on a podcast. C'est pour ça que j'avais fait le podcast en parallèle. Voilà, donc on était sur 2022. Bien. Nous voici donc Meurice 2027, un premier quinquennat Macron à peine terminé. Voilà qu'il est suivi d'un second mandat qui s'annonce réjouissant. Mais 2027, c'est déjà demain et le président ne pourra pas se représenter. Il est temps pour Guillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême. Guillaume Meurice est votre candidat. Quand s'impose la nécessité d'aller plus vite, plus haut, plus fort, on sent que ça y était bien imprégné du personnage. Des éléments de langage politique. Instinctivement, nos regards convergent vers le seul candidat légitime qui incarne à lui seul l'avenir de la France du futur. Et tu nous offres quelques belles phrases que des petites personnalités comme ça dans le monde ont dites par rapport à ta candidature. On n'est pas à ça près. Je n'ai jamais rencontré un homme aussi charismatique. Ça, c'était juste Barack Obama. Oui, voilà. Ce sont des vraies citations, bien évidemment. Oui, on se doute bien. Il est celui, je ne veux pas du tout sous-estimer ton potentiel de président, mais puis ce qui est bien, c'est que c'est toute tendance confondue. Il est celui qu'il faut à la France, signé Vladimir Poutine. Je crois en lui, Kim Jong-un. Tu veux cet appartement, Gérald Darmanin. Donc ça, c'est un spectacle. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de dates de tournée là, avec ce spectacle-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Donc là, tu es seul en scène et tu joues le président ou... Je peux pas trop en dire, mais presque. J'ai ma régisseuse qui intervient quand même de temps en temps dans le spectacle. D'accord. Je l'ai créé pour les présidentielles 2022. Parce que j'aime bien la façon dont les politiques ont récupéré les codes du spectacle. Parce que c'est toujours nul. Ils savent pas faire. Oui. Et donc, il y a un côté très, très ringard et très désuet qui me plaît énormément. Oui. L'entrée en musique, le clip de campagne, tout ça est extrêmement codifié. C'est presque pathétique. C'est pathétique. On l'a vu avec Valérie Pécresse, c'était le summum. Oui. On a presque envie de dire la pauvre. Ah oui, j'ai eu pitié. Vraiment, carrément. J'y étais en plus. Ah oui, j'ai vu le crash industriel en direct. Ouais. Et ça m'a amusé de me réapproprier ces codes-là, en les caricaturant évidemment. Mais il n'y avait pas grand-chose à faire parce que c'était déjà caricatural.
Et en imaginant un personnage, un homme politique candidat Oui. qui soit post-macroniste, c'est-à-dire à la fois Macron il dit qu'il est de gauche et de droite. Oui. Et moi, mon personnage, il est à la fois et d'extrême gauche et d'extrême droite. Donc vraiment, il va bouffer à tous les râteliers. D'accord. On ratisse Il large. rassemble tout ce qu'il peut rassembler. Il dit que tous les gens, le personnel politique sont ses amis. Voilà. Donc j'ai poussé le cran du cynisme au maximum. Alors, il y a des trucs assez marrants qui se confrontent avec la réalité. C'est-à-dire que donc c'est un personnage qui fait des propositions de réforme. Ça, c'est pratique aussi dans un cadre comme ça, parce que tu peux aborder tous les sujets. Mais il se trouve que, par exemple, dans l'écologie, j'avais des réformes de type faudra mettre des cols roulés l'hiver. Et il s'est avéré que la réalité... T'as rattrapé. Je dis, putain, mais il y a plagié mon spectacle. La réalité m'a rattrapé. C'est incroyable. Et je me suis retrouvé dans la même situation que les humoristes américains quand Trump a été élu. Le mec était tellement caricatural, c'était déjà un clown, que c'était hyper difficile pour eux d'aller plus loin. Parce que le gars, il dit faut boire de l'eau de Javel pour guérir du Covid. C'est vrai. Alors, parfois, je me retrouve un peu dans cette situation. Oui. Et bon, je m'adapte. Je change le texte régulièrement, je rajoute des choses, j'en enlève. Et de Meurice 2022, j'ai passé à Meurice 2027 parce que le spectacle marchait bien, je m'amusais. Et tu adaptes alors au fur et à mesure j'adapte, Et j'adapte même en fonction des villes où je joue. Je demande toujours au régisseur dans l'après-midi qu'est-ce qui se passe. Des fois, il y a le maire dans la salle, donc j'en fais les tartines sur lui. Donc ça m'amuse et ça me permet de pas me lasser aussi du spectacle. Et alors du coup, c'est jubilatoire de jouer au président ? Ouais, carrément. Ouais, c'est jubilatoire de jouer un personnage le plus éloigné de soi, enfin en tout cas ce qu'on imagine le plus éloigné de soi possible. Ça, c'est vraiment, c'est le principe du théâtre, c'est vraiment génial. Et, c'est un peu un truc enfantin aussi. Hein. Oui. Quand on est enfant, on aime bien jouer, je sais pas, des monstres, des policiers, enfin voilà, on aime bien se mettre en scène dans différents rôles. Et c'est vrai que celui-là, il est vraiment... Il est marrant à jouer parce qu'on parlait d'aspect un peu désuet. Ils ont aussi une emphase, une manière de dire un discours, une gestuelle très très rigide, pas du tout naturelle. Et ça se sent qu'ils se regardent en même temps en se disant là, je crois que j'ai trop la classe. Et c'est intéressant. En fait, ils essayent tous d'être le général de Gaulle. Parce que pour être président de la République depuis 1958, il faut être le général de Gaulle. Oui. Et donc, ils essaient tous de rentrer dans le costume. Mais le costume, il est grand. Alors ils se débattent et il y a un côté tragicomique parce que comique, bon on voit bien pourquoi, et tragique parce que ça aura quand même un impact sur la vie des gens qui vont administrer. Donc. Oui, et qu'il y a quand même eu des mises à jour depuis le général de Gaulle. Il faudrait que le costume soit un petit peu remis au... Mais eux, ils en démordent pas. Parce ils disent encore, non, général de Gaulle, machin. Mais oui. Ouais. Alors, tu es parrain du festival Atmosphère. Yes. Et la marraine est Pauline Zarou, cosmologiste. Je vois que ça aussi, ça commence à être un univers qui t'est familier. Ouais. Donc, j'ai reçu dans l'épisode précédent de So Sweet Planet Pascal Signolet, fondateur de ce beau festival, puisqu'ils fêtent cette année leur 13e édition. En quoi ça consiste, en fait, d'être parrain d'un festival comme celui-ci et pourquoi as-tu accepté ? J'étais hyper flatté qu'ils me proposent parce que c'est vraiment... Deux aspects que j'adore, la science et le divertissement, on va dire, et l'art en règle générale. Bon, l'art, c'est un peu un bien grand mot, mais en tout cas, oui, ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect ludique des choses, de l'apprentissage, de l'acquisition de connaissances. Donc déjà, j'étais hyper flatté. En quoi ça consiste concrètement ? C'est moi, beaucoup de visibilité, je fais de la pub pour les réseaux sociaux, j'incite les gens à venir voir. Et puis, je présente un documentaire qui est un documentaire que j'ai coécrit sur les cétacés en captivité. Oui, j'ai pas réussi à le... Je l'ai cherché sur le net. Il est plus en lien, je crois. Même en VOD payante, je l'ai pas trouvé. Ouais, c'est galère, parce que c'était Ushuaïa TV, donc ça doit être sur des chaînes cachées, des box. Même moi, je ne saurais même pas comment le trouver. Oui. Et je crois qu'ils le rediffusent régulièrement, et c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis en ligne. En accès gratuit, il me semble que c'est ça. Bon, donc ça, je présente ça le samedi. Il y a la bande-annonce. Ouais. Donc, qui est un film sur les cétacés en captivité. Alors, en France, donc la fin des cétacés en captivité, on espère, même s'il y a encore quelques batailles juridiques à mener. Et on a fait ça avec Stéphane Jacques, un réalisateur que j'aime beaucoup. On a été tourné au Marineland en caméra cachée. Oui. Voilà, on s'est bien amusé, même si, encore une fois, c'est assez tragique. Et donc je le présente samedi après-midi, début d'après-midi, et puis le soir je joue le spectacle avec Eric Lagadec. Bonne journée. Voilà, bonne journée, ça va être chouette. Et puis c'est un festival que j'adore, mais il y a vachement de liens, on sépare. Alors je sais pas si c'est très français ça de séparer
Le littéraire et le scientifique, ça n'a aucun sens, quoi. Donc il y a des filières, il faut choisir filière scientifique ou filière littéraire, alors que les deux se complètent. La science, ça devient tellement abstrait parfois que ça en devient poétique. La physique quantique, c'est des trucs... le cerveau n'arrive même pas à suivre, quoi. Oui. Un peu comme quand on lit de la poésie, il y a des vers de Rimbaud où tu les relis 4 fois. Oui, on il n'y a pas forcément de sens littéral, mais il faut se laisser porter. La physique quantique, c'est un peu ça, même les mathématiques, des choses comme ça. Donc il y a énormément de liens et de ponts, et il n'y a aucun sens de séparer les deux. Donc là, j'aime bien, ça se rejoint, et je trouve que c'est efficace. Et en plus, c'est assez créatif, je trouve, au niveau du festival, parce que d'après ce qu'il me racontait, il y a évidemment des projections de films, il y a des avant-premières, il y a aussi des conférences comme ça spontanées dans la rue par des scientifiques. Il y a un village d'acteurs du changement avec tout un tas de... Des ateliers pour les enfants. Oui, aussi. Donc c'est plutôt bien ficelé. Par rapport au documentaire sur les delphinariums, c'est prévu pour quand? C'est déjà acté la fin en France? On en a parlé, mais on n'a pas donné de date. C'est compliqué. Oui. Ce qui est acté, c'est... Pardon. On est dans une brasserie parisienne, mes chers amis. C'est pour ça que vous entendez un peu de bruit autour de nous. Je reprends. Oui. C'est acter l'interdiction de la reproduction, mais, et le mais est très important, sauf possiblement à des fins scientifiques. De la reproduction. De la reproduction, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit d'en acheter. Ils n'ont pas le droit d'acheter, de se fournir en dauphin ou en orque. D'accord. Mais avant, ils avaient le droit de les faire se reproduire, ce qui fait qu'il y avait des dauphins qui naissaient en captivité, qui avaient toujours connu une captivité, et que ça pouvait continuer comme ça indéfiniment. Donc là, la loi a été votée sur la fin de la reproduction. Donc à terme, ça voulait dire, du coup, plus de delphinarium, si on n'a plus le droit d'en importer et qu'on ne peut pas les faire se reproduire. Mais il y a une bataille juridique, et c'est souvent là que se placent les exploiteurs d'animaux, c'est l'aspect scientifique. Dire mais non, mais on en a besoin, les scientifiques en ont besoin pour la recherche. C'est ce qui se passe en ce moment au Japon avec les baleines, où les chasseurs de baleines disent non, mais c'est pour la recherche, ils ont un quota et ils disent que c'est pour la science, alors que tout le monde sait que non. Donc c'est ce biais-là qu'il va falloir verrouiller, donc la victoire n'est pas tout à fait acquise. Après, nous on a voulu faire quelque chose sur qu'est-ce qui se passe pour les animaux à la fin des delphinariums. Donc les projets de sanctuaires, c'est assez compliqué, comme c'est des animaux sociaux. Ce serait très difficile de les réhabiliter comme ça. Enfin, on peut pas les relâcher comme ça dans leur milieu naturel en disant démerdez-vous. Ils mangent du poisson mort depuis qu'ils sont nés. Ils savent pas chasser. Ils savent pas créer des liens. Les orques, ça a un langage assez complexe. Ça parle pas le même langage selon les endroits du globe. Enfin, c'est comme si on te mettait à poil dans la forêt et du jour au lendemain ils avaient l'air de toi. Oui. Donc et puis c'est une thématique qui est pas très médiatisé. Enfin, on se dit souvent c'est les animaux, donc on verra après, quoi. On verra après les problèmes des humains. On entend parler aussi par différents parce qu'il y a je sais que Sea Shepherd ils se battent par rapport à tous les dauphins qui sont pris dans des filets. Il y a les massacres de dauphins, c'est aux îles Féroé, je crois, non? Les globicéphales, c'est des massacres aussi pour des questions, je sais pas si c'est rituel, c'est une tradition des villes. C'est vrai que tout ça, quand on aime les animaux, ça semble complètement dingue. Mais aujourd'hui, par rapport à celles et ceux qui nous écoutent, quelqu'un qui se sentirait un peu sensible, qui aurait envie de s'engager par rapport à cette cause-là, est-ce qu'il y a des associations dont tu peux donner des noms que les gens peuvent rejoindre, qu'ils peuvent soutenir, ou sur lesquels ils peuvent s'informer, les sites desquels ils peuvent s'informer? Moi, je suis parrain d'une association qui s'appelle Cétacé, donc qui milite pour la fermeture des delphinariums, spécifiquement sur cette cause-là. Donc, ils sont très efficaces selon moi et très compétents dans leur domaine. Il y a Sea Shepherd évidemment, moi que j'aime beaucoup parce que ils font. On leur reproche parfois de faire beaucoup de communication, mais en même temps, je pense qu'il faut faire de la communication. Il faut alerter l'opinion publique sur les thématiques, comme tu disais. Des pêches, ils appellent ça des pêches accessoires. Parce qu'ils voulaient buter d'autres animaux. Et il y a des dauphins. Manque de bol, les gens ils aiment les dauphins, alors ils sont un peu emmerdés, etc. Donc Sea Shepherd évidemment, One Voice aussi fait un bon boulot assez global. Ils attaquent en justice quand il faut attaquer en justice. Donc je citerai ces 3 associations-là qui me paraissent. Et Bloom, évidemment, Bloom ils sont plutôt sur la pêche. Et évidemment, oui, bien sûr Bloom. Bloom, est-ce qu'ils ont des volontaires, des bénévoles, ou est-ce que c'est vraiment le travail de plaidoyer au niveau des institutions pour faire bouger les lois? Moi, je les connais plus par cet aspect-là. Oui, plaidoyer et lobbying et pétition, ce genre d'action. Oui, ils ont moins d'actions.
on va dire, coup de poing comme Sea Shepherd peut avoir. En tout cas, chez Sea Shepherd, c'est traditionnel, oui, de prendre un bateau et de foncer sur les baleiniers ou de traquer les braconniers. Oui, parce que c'était un ancien fondateur de Greenpeace, Paul Watson. Donc, il y a toute cette famille d'idées. Mais moi, j'aime bien, après, il y a toujours des luttes entre associations qui se tirent la bourre et surtout qui critiquent les moyens d'action des autres. Bon, ça a tendance à m'énerver. Moi aussi. Et parce que je considère que tout est complémentaire. Oui, c'est ça, s'ils arrivaient à faire un peu plus ensemble. Il y a toujours des ah mais toi t'es pas assez radical, toi t'es pas assez réformiste. Enfin, c'est toujours pareil dans tout. Et toi tu défends les éoliennes alors que les éoliennes en mer ça va pas du tout. Oui, c'est ça. Après les discussions peuvent être intéressantes, mais en tout cas les luttes fratricides, on va dire. C'est un beau contre-pouvoir, je trouve quand même. Toutes ces ONG qui comme Bloom et tout ça, si on les avait pas, ils font quand même un. Si je citerai une autre assoce qui s'appelle Al-Larc, qui font des sorties en mer à Cancale. Parce qu'il y a des dauphins résidents dans la baie du Mont-Saint-Michel et ils ont un vrai travail de vulgarisation scientifique et ils font même participer des bénévoles à la photographie des dauphins pour les identifier, pour les compter, pour suivre la population, voir si elle se porte bien, etc. Donc vous pouvez vous inscrire, vous pouvez aller faire des sorties en mer, ils sont respectueux évidemment des animaux, ils ne s'approchent pas, mais quand ils sont là on peut les voir de très près et très très bien. Donc voilà, il y a des assos comme ça. Al-Larc, je cite aussi parce que ça s'écrit comment? Parce que je vais essayer de. Al-Larc, ça veut dire au large. A-L, ça doit y avoir une petite apostrophe. L-A-R-K. Al-Larc. Okay. Ils ont un site internet, vous allez trouver fastoche. Oui, je vais vous mettre, chers auditrices et auditeurs, je vais aller chercher les liens pour vous. Comme ça, le travail sera tout mâché, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Voilà, ce sera très bien. Plus qu'à cliquer. Alors, on a bientôt terminé. Pour les engagements, donc, puisqu'on y est, tu soutiens pas mal de causes et d'associations. J'ai vu ça aussi. Selon notre emploi du temps et nos activités, on peut adopter différentes formes de soutien à des causes. Il y en a qui sont plus sur le terrain dans les manifs, d'autres qui sont plus dans d'autres formes d'actions pour soutenir le plaidoyer ou des actions ponctuelles. Toi, quelles sont, par rapport à ta réalité, j'imagine que tu dois aussi t'organiser, et quelles sont les formes de soutien que tu as choisies jusqu'à maintenant? Souvent, moi, je fais des spectacles. Parfois, je fais des chroniques sur telle ou telle thématique. Et, je suis assez mal à l'aise avec l'idée de demander aux gens de donner de l'argent. Parce que je me dis, chacun fait comme il peut. Et puis, qui je suis, moi, pour dire aux gens, sortez, ouvrez votre portefeuille et donnez de l'argent. Puis, il y a d'autres formes de soutien Donc, aussi. Ce que je fais souvent quand je fais une chronique sur une thématique précise, c'est que je redonne mon cachet, moi, en disant, voilà. Oui. Des fois, je le dis à la fin d'une chronique, comme ça. SOS Méditerranée. Ouais, SOS Méditerranée, je l'ai beaucoup fait. Et aussi des spectacles. J'ai fait un spectacle où j'ai refilé la recette à L214. Donc c'est avec mes moyens, quoi. Moi, comme je fais des blagounettes, avec ce qu'il sait faire, quoi, en fait. Donc je fais plutôt ce genre de choses. Là, on prépare quelque chose avec SOS Méditerranée aussi, qui va être un spectacle avec plusieurs artistes, une sorte de plateau d'artistes. Un spectacle un soir ou quelque chose qui va s'installer pour dans l'instant, la durée? un soir. On va pas être trop ambitieux. On va voir comment ça s'organise. Oui. Mais voilà, ce genre de choses, c'est un peu, ça peut paraître un peu dérisoire parfois, quoi. Mais bon, je me dis, il faut faire, Je trouve pas que c'est dérisoire, parce que parler quand on peut toucher un large public des choses, c'est déjà beaucoup. C'est sûr. C'est ce que, tout le monde n'a pas cette possibilité, donc après chacun a ses possibilités. D'autres vont aller dans la rue, ils auront plus de temps. Se mobiliser quand les assos ont besoin de soutien devant l'Assemblée nationale ou devant à la Défense, pour les actions dans Total Énergie ou je sais pas quoi. Selon les, je suis hyper admiratif de tous ces gens qui font ça. Oui, et toi d'ailleurs, en parlant de ça, tu as prêté ta voix à une vidéo choc de Greenpeace là tout récemment sur la Coupe du Monde de rugby. Je vais mettre le lien aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure? Elle est assez bien faite d'ailleurs, cette vidéo. Oui, très bien faite. C'est Greenpeace qui m'a proposé, tout simplement. Et ils m'ont dit, voilà ce qui se passe. Total est un des principaux sponsors, si ce n'est le principal sponsor de la Coupe du Monde de rugby, enfin le plus gros. Oui. Et il s'en sert pour faire évidemment du greenwashing en disant que ça y est, Total, maintenant on a du vert sur notre logo, on a 3 éoliennes, donc vous pouvez compter sur nous pour lutter contre le réchauffement climatique, enfin tout ce bullshit. Et ils ont fait une vidéo assez efficace, je trouve. Je saurais même pas comment dire, c'est de l'animation, mais avec on a l'impression que c'est des petites figurines qui jouent au rugby.
Je suis nul en audiovisuel, donc ça doit avoir un nom, mais que je connais pas. Oui, je sais pas non En plus. tout cas, ça dure mais- 1 minute 30 ouais, et c'est très le bien pétrole fait. monte au fur et à Oui, mesure. et envahit le stade. Voilà, et envahit le Stade de France. Tout le monde se retrouve comme un Englué, tsunami quoi, de, ouais, oui, comme des mouettes après une marée noire. de pétrole gluant. Ouais. Et il y a eu des retours sur cette. Mais je crois qu'elle a pas mal tourné. Ouais. oui. Il y a la même qui a été faite en Angleterre, donc il y a la version. D'accord. Donc je me suis fait pote sur les réseaux sociaux avec un jeune comédien qui fait la voix, Ah, d'accord. qui a la voix anglaise, qui est un stand-upper anglais, Ok. qui m'a l'air très sympathique, quoi, que je connaissais Bon. pas du tout. Des réactions de Total Energy ou pas du tout? Non, On je sait, crois pas. Non, bah, c'est un énorme Pas rouleau de- compresseur. Hein. Je pense qu'ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent. Bon. Je crois qu'ils ont arrêté, qu'ils ont dit non, bah, finalement on arrête. Ouais. Patrick Pouyanné a démissionné. Parce que j'ai vu que les derniers chiffres sont sortis il y a quelques jours, je crois, hein, et en fait, contrairement à ce qu'ils nous annoncent régulièrement de leurs investissements croissants dans les énergies renouvelables, il semble que la part sur le fossile soit en croissance. Ah oui, pour, oui, bon, ça, ils iront jusqu'au bout. Il n'y a oui. rien qui les freinera, c'est sûr. Bon, d'accord. Oui, ça, il faut pas compter sur. Non. Ouais, de toute façon, c'est rare de compter sur les gens qu'on promue le poison. Oui, Faut pas compter sur eux pour trouver l'antidote, quoi. non, il faut que ça fasse par ailleurs. D'accord. Bon, est-ce qu'on a fait à peu près le tour de ta vie du moment, Guillaume, Oui, ou est-ce oui, qu'il oui. nous manque encore des choses importantes pour tout de suite ou pour les semaines qui viennent? Pour les semaines qui viennent, je scénarise une BD là en ce moment. Ah. Avec une illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Sandrine Deloffre, Ok. qui fait un travail incroyable, qui est très très marrante. Donc on rigole énormément. Bon, Et le pitch, c'est des animaux qui font de l'écoterrorisme. Donc d'accord. ils se retrouvent dans une clairière un peu en mode FLNC à l'ancienne, quoi, en clandestin. Et ils imaginent des actions pour lutter contre les saloperies que les humains leur font au quotidien. Donc c'est assez rigolo. En tout cas, nous, on se marre énormément à l'écrire. Vous Alors vous on espère amusez que les bien. gens ils vont pas lire en faisant ah oui, bon. Enfin, on se dit que ça se trouve, ils vont faire ça et qu'on s'en fout parce que nous, ça nous a fait marrer. Mais voilà, et ça va sortir. Alors, il y a. Pour quel public? Alors, jeune ou adulte? Non, ou pour jeune les deux. adulte? Oui. Ouais, les deux. Oui, parce que Mission Poséidon, on ne l'a pas dit, mais en fait, c'est quand même c'est très instructif aussi pour Ouais. un public adulte. On hein. l'avait imaginé pour Oui. les jeunes, ça fait partie de la sélection Oui. jeunesse, enfin la case jeunesse, ils appellent ça, des podcasts France Inter. Alors que, en fait, c'est bien que tout le monde écoute. Oui. Même moi, j'ai vraiment appris et tout. Je me suis rendu compte que j'étais nul sur ces thématiques. Ben oui, moi aussi, j'ai appris, enfin, sur chaque. J'ai pas tout écouté encore, mais sur chacun, j'apprends beaucoup de choses. Ouais. Mais même, là, on parlait tout à l'heure de Peut-on aimer les animaux et les manger, qui a à la base une collection pour les 15-25. Bah, en fait, même à 50 ans, Ah bah oui, ça, je pense qu'on peut tu l'offrir peux à le tout lire. le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Guillaume? On est en septembre, donc l'année arrive. Eh ben. On est dans la rentrée pour les gens qui font de la radio, qui font de la scène, qui font tout ça. Bah, de continuer à m'amuser. Hein. Oui, Ouais, voilà, c'est tout. C'est bien ça déjà. il y a des gros projets ou des gros rêves que tu n'as pas encore réalisés et que tu aimerais, que tu rêverais de réaliser, peut-être avec d'autres personnalités ou dans un autre contexte ou, Ouais, bah, je suis en train de réfléchir à un autre podcast qui serait. J'ai la chance de côtoyer, de rencontrer plein de gens avec la radio, Oui. avec les podcasts que je faisais, Meurice Recrute, etc. Et puis même les gens, c'est l'entourage de ces gens-là. Je me dis, putain, j'ai quand même du bol de rencontrer plein de gens passionnants. Et j'aimerais bien en faire un truc, mais j'ai pas encore trouvé vraiment la bonne formule, tu vois, le bon Ça va concept. Ouais, donc voilà. Et puis je suis en train d'écrire un roman sur le langage. En fait, je suis passionné par les orques, donc d'où Oui. le documentaire sur les delphinariums. oui, là. oui. Et j'ai écrit un livre sur le langage. Et en gros, c'est comment ça se fait que nous, avec notre vocabulaire d'Homo sapiens, on se comprend aussi mal, Oui. on se coordonne aussi mal, Oui. et on vit aussi mal les uns avec les autres. Et comment ça se fait que les orques, qui semblent en tout cas avoir un vocabulaire Plus un peu restreint. plus limité, même si c'est très riche, arrive à vivre on a l'impression en tout cas en harmonie. Oui, Très intéressant. Voilà, et j'ai écrit un livre là-dessus. Ça c'est vraiment un truc qui me passionne. À la base, je voulais en faire une sorte d'essai ou de livre d'entretien Oui, avec que des gens qui travaillent sur cette thématique.
je me suis rendu compte que tout le monde s'en foutait. En discutant avec mes potes, ils étaient là, ah ouais, ok. Et je me suis dit, bon, je vais en faire un roman. C'est la même technique que quand tu veux donner un médicament à un chat, tu le mets dans de la nourriture. Donc le roman, c'est un peu c'est la pâtée. Tu vois, il y a une petite aventure, un personnage principal qu'on va suivre, il y a une enquête, il y a des morts, il y a des trucs, tu vois. Mais au final, je pourrais dire la même chose que je voulais dire avant. Et en vrai, c'est plus amusant à écrire aussi que juste un livre d'entretien, donc je m'y retrouve, c'est pas du tout un sacrifice que je fais. On a développé un moyen de communication qui nous semble très évolué, mais intérieurement, on n'est peut-être pas très évolué aussi. Mais non, mais c'est la compétition entraîne le conflit. Et la nature, en général, elle n'aime pas le conflit parce que c'est coûteux. Quand les animaux, ils foutent sur la gueule entre eux, dans une même espèce, c'est coûteux pour eux, ça leur coûte de l'énergie, ils peuvent se blesser. Enfin, voilà. Les loups, par exemple, qui sont vraiment pour le coup une espèce très hiérarchique, quand il y a des combats pour être chef de meute, celui qui devient chef de meute, il bute pas l'ancien. Et c'est d'ailleurs assez ritualisé, c'est assez intéressant. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression, oui, il y a une sorte d'harmonie, mais c'est pas une harmonie, la nature est très gentille et tout, c'est pas du tout ça. Non, c'est juste que c'est le meilleur moyen d'organisation qui domine, puisque c'est celui-là qui subsiste. Enfin, c'est ça, c'est une forme d'intelligence qui donc nous échappe peut-être. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est juste de l'évitement de conflits stupides. Et nous, on est en permanence, en tant qu'Homo sapiens, dans le conflit stupide. Oui, puis là, ça va croissant quand même. Oui, ça va croissant. C'est curieux, cette espèce d'excitation permanente, d'envie qui motive tellement de gens à se... pour rien, quoi, les polémiques, les machins, on les voit tous les jours. C'est pas très constructif. Ouais. Bon, les loups font beaucoup moins de polémiques. Oui. Et les orques, a priori, encore moins. Bon, on attend ce livre avec impatience alors. Un grand merci, Guillaume Meurice. Merci à toi, c'était super sympa. Ça m'a fait super plaisir, parce que je te suis depuis longtemps, et je me souviens même avoir fait, je crois qu'elle l'avait dit dans votre émission d'ailleurs, dans les débuts de So Sweet Planet, j'avais fait une interview de Colline Serrault qui m'avait dit qu'ils étaient fans chez elle et que son fils t'écoutait régulièrement. J'adore Colline Serrault. Bon, et je te connaissais, mais ça a redoublé mon attention et mon intérêt après cette interview. Donc j'espère qu'on va vous entendre toujours autant, sous différentes formes, ou on tous trouvera les uns toujours les un autres. moyen d'ouvrir notre gueule. Hein. Oui, il faut, on va soutenir ça. Je sais qu'il y a eu beaucoup de pétitions qui n'ont pas été entendues, mais c'est pas grave, à mon avis, ça va se faire entendre par d'autres. Nous, on l'a entendu. Oui, voilà. Nous, on a entendu, on s'est dit, on est quand même... Moi, ça m'a surpris quand même. Beaucoup plus soutenu que ce que je pensais. Ah oui. Ouais, je suis quand même surpris. Parce que je sais que dans la vie des gens, on n'est pas la priorité non plus du moment. Il y a plein de gens qui galèrent, qui ont des problèmes mais justement, à X niveau, et de se dire, tiens, c'est marrant qu'ils aient pris le temps de signer une pétition pour nous demander de rester, c'est touchant. Oui. Mais parce que je pense que ça, c'est d'utilité publique, ça apporte vraiment quelque chose, ça apporte un regard, là aussi, contrepoint sur notre société, et qu'on ne trouve pas tellement ailleurs, en fait. Oui, moi j'avais un peu sous-estimé le petit rôle qu'on jouait. Non, c'est une bouffée d'oxygène, je trouve, qui fait vraiment du bien et qui est utile, parce que il n'y a pas que l'aspect rigolade, il y a quelque chose de stimulant intellectuellement, je trouve, quand on écoute. Alors évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, mais bon. Tant mieux, tant mieux. Il n'y a rien de pire que de plaire à tout le monde ou de plaire à personne, c'est vraiment... Mais partant du principe que tout le monde a une marge de progression. Oui, voilà, en plus, voilà. Non, puis l'idée, c'est de susciter du débat aussi, donc tant mieux. Si on faisait consensus, ça veut dire qu'on aurait raté quelque part. Surtout dans une époque comme ça. Oui, voilà. Donc là, on est dans les clashs des clivages du moment, mais je pense que ça va ça stimule. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui, en dehors des aspects controversés après de la personnalité, mais dans mes premiers podcasts, il y avait beaucoup de jeunes dans les activistes qui me parlaient du fait que la démission de Nicolas Hulot avait pour eux été un moment de bascule. Et donc sans parler de toute la vie de Nicolas Hulot, mais je trouvais ça intéressant que des jeunes qui étaient là un peu dans quelque chose de comme ils me le décrivaient eux-mêmes, d'un peu mou, de se dire oui c'est moche et tout ça. Et un événement a fait qu'en fait il y a eu une mise en mouvement. Comme quoi. Et je pense que, je ne sais pas si ça aura le même impact, mais ça fait partie quand même des éléments qu'on voit, l'arrêt, enfin pas l'arrêt complet, mais de cette émission.
ça peut plus toucher les gens quelquefois que quelque chose qui pourrait être beaucoup plus important. Excuse-moi, hein, mais une loi, il y a beaucoup de lois là qui passent, qui ne devraient pas passer, personne ne se bouge et on se dit mais pourquoi personne ne se réveille, pourquoi il y a eu des gens dans la rue pour la manif pour tous, et puis c'était tellement plus important, il y a tellement de choses qui atteignent le respect de la vie aussi, et beaucoup plus, c'est même pas aussi, parce que je ne considère pas du tout que oui, j'ai compris. Bon, bref, je fasse attention à ce que je dis quand je parle vite. Sinon, j'aurais gardé, tu vois, oui. dans ma chronique. Oui, donc vous considérez que... j'aurais relancé. Ah mais non, mais là, je me serais rattrapée très vite. Ouais. Bon, bref, donc enfin, tout ça pour dire que je te souhaite une très bonne continuation. C'est réciproque, je te souhaite la même chose. Merci pour l'invite. Merci, bonne continuation, et puis peut-être à une prochaine pour parler de ce livre que je vais attendre avec impatience maintenant. Voilà. À bientôt. À bientôt. Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sosweetplanet.com, et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 € par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de So Sweet Planet, sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien, et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.